Alors qu'il se retourne pour voir de qui il s'agit, il reçoit un violent coup au visage. À cet instant, il devient. Elle commence aussitôt à le réprimander, lui rappelant qu'elle lui avait poliment demandé de quitter la ville pour de bon. Elle n'est pas seule. Un autre sorcier se tient à ses côtés. Il se tourne vers elle et lui demande s'il s'agit bien de la racaille dont elle avait parlé. Elle confirme qu'il s'agit bien de lui. Elle poursuit en affirmant qu'Oseo est né dans une décharge et a grandi au milieu de la crasse dont il est issu. À ces mots, Oseo la fusille du regard avec une colère intense, non seulement à cause du coup de son agresseur et de l'humiliation de ses paroles, mais aussi à cause de sa décision de l'expulser de la ville. Pourtant, il reste silencieux et ne répond pas. Cependant, l'homme qui l'accompagne s'interroge sur la survie de l'homme en se nourrissant de déchets. Elle répond que le père d'Osio vivait lui aussi de déchets. Elle ajoute qu'Osio a dû hériter de ce trait de caractère de son père, qui n'était en aucun cas un humain normal, juste un déchet sans valeur. Elle ajoute ensuite que le simple fait de le regarder la dégoûte et qu'elle ne comprend pas pourquoi il est encore en ville. À cet instant, la colère d'Osio atteint son paroxysme. Il lui crie dessus, déclarant qu'il n'est pas un déchet et que son lieu de naissance et son éducation importent peu. Serrant le papier qu'il tient fermement dans son poing, il affirme que la seule personne qui a le droit de décider de son destin, c'est lui-même et personne d'autre. La jeune fille esquisse un sourire moqueur et lui demande s'il croit vraiment que devenir nécromancien changera le regard des gens sur lui et les fera accepter. Soudain, Osio est frappé à nouveau, le projetant au sol. Son cadavre massif le retient tandis qu'elle continue de parler, affirmant qu'il n'a même pas de nid à lui. Pourtant, il parle de choses bien au-delà de ses capacités, malgré 10 ans d'efforts sans jamais parvenir à animer un seul cadavre. La créature appuie plus fort sur sa tête tandis que la jeune fille lui ordonne de quitter la ville, prétextant que sa simple présence la rend puante. Elle le fixe alors du regard et l'avertit que si jamais elle le revoit en ville, elle ne sera plus aussi indulgente. Elle le réduira en ordure. À cet instant, il devient évident que la première personne à avoir prononcé les mots d'Osio, à savoir que la naissance et l'éducation ne déterminent pas le destin, était le célèbre sorcier Raphaël. Raphaël avait grandi dans la pauvreté et l'orphelin, et lorsqu'il s'engagea dans la guerre des cadavres, il le fit seul. Pourtant, il réussit à établir des records et à remporter 6 victoires consécutives. Ces exploits firent de lui le participant humain le plus célèbre de la guerre des cadavres au monde. Quant à Osio, son plus grand rêve était de devenir comme Raphaël, d'être le meilleur dans son domaine, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie. Il aspirait à la gloire et à voir les gens l'applaudir avec admiration et respect pour ses capacités. Perdu dans ses pensées et ses rêves, il entend soudain la voix de son père résonner dans son esprit, se demandant s'il croit vraiment pouvoir réaliser ses ambitions, lui rappelant qu'il n'est rien d'autre qu'un déchet sans valeur. La journée passe et la scène se déplace au lendemain. Osio se retrouve dans une boutique vendant du matériel pour nécromanciens. Il commence à inspecter les outils dont il a besoin, mais constate que la qualité de la marchandise ce jour-là est médiocre. Rien ne semble utile. Pourtant, quelque chose attire son attention, un cadavre gisant seul dans l'une des pièces de la boutique. C'est un cadavre de femme, mais il lui manque le bras gauche et la jambe droite. Lorsqu'il interroge le commerçant à ce sujet, l'homme répond que ce n'est qu'un reste, bientôt jeté. Osio se demande alors si même un cadavre humain est quelque chose qu'on jetterait. Le commerçant explique qu'il est assez spécial. Il avait été mis en vente il y a 1 an et avait déjà été acheté 13 fois. Pourtant, à chaque fois, le sorcier qu'il avait acquis omettait de l'animer, ce qui le ramenait à la boutique. Osio explique que les cadavres endommagés finissent par devenir durs comme de la pierre avant de se briser. Il se demande alors pourquoi ce cadavre est resté intact. Le commerçant répond que ce cadavre n'a jamais été animé auparavant, précisant que, bien que rares, de tels cas ne sont pas impossibles. Il ajoute que des cadavres présentant de tels défauts apparaissent régulièrement. Le commerçant s'approche alors d'Osio et lui demande s'il est intéressé par l'achat, expliquant qu'ils allaient de toute façon s'en débarrasser. Il est donc prêt à le lui vendre à un prix extrêmement bas, à une seule condition, qu'il ne le rapporte jamais. Osio réfléchit, mais remarque rapidement que la main du cadavre semble plutôt inhabituelle. Il interroge le commerçant à ce sujet, et l'homme répond qu'elle est assez spéciale. Cependant, il ne peut pas divulguer tous les détails, la loi le lui interdisant. Il mentionne néanmoins avoir entendu dire que ce cadavre avait appartenu à un célèbre mercenaire. Il continue en disant qu'il y a des rumeurs selon lesquelles elle pourrait tout détruire d'un seul coup. Dans un monde où les nécromanciens constituent l'élite, notre protagoniste est un pauvre orphelin né dans une décharge. Pour couronner le tout, malgré tous ses efforts, il n'a pas réussi à conclure de contrat avec un cadavre, ce qui lui a valu le ridicule. Cependant un jour, il aperçoit un cadavre que le commerçant s'apprête à jeter, aucun acheteur n'ayant réussi à conclure de contrat avec lui. Déterminé à tenter sa chance une dernière fois, il est stupéfait d'y parvenir. Quelle est l'histoire de cet étrange cadavre et quelle est sa puissance ? Notre protagoniste parviendra-t-il à réaliser son rêve et à vivre la vie dont il a toujours rêvé ? C'est ce que nous allons découvrir dans le récit d'aujourd'hui. Notre histoire commence avec un individu à l'apparence étrange, le regard empli de détermination.
Il fait des gestes précis avec ses doigts et interpelle un autre personnage nommé Hector, l'exhortant à montrer au monde sa puissance. L'énorme créature se précipite en avant avec une force immense, tandis qu'une autre entité monstrueuse se dresse contre elle, composée d'innombrables doigts entrelacés, chacun orné d'yeux et de crocs acérés. Un autre individu se tient à la même hauteur. Il devient vite évident qu'il contrôle le monstre par des gestes et des ordres, lui ordonnant de déchaîner sa langue venimeuse et de l'exploser avec force. Les doigts de la créature se déplacent et se déplient, révélant une longue langue cramoisie, enroulée à l'intérieur. En un instant, la langue jaillit telle une explosion dévastatrice, fonçant à grande vitesse vers le monstre sous le contrôle d'Hector. Dans ce monde, les sorciers possèdent le pouvoir de manipuler les cadavres des morts, les transformant en guerriers qui combattent à leur place. Ces individus sont connus sous le nom de nécromanciens. Les performances de combat qu'ils orchestrent avec ces cadavres réanimés sont devenues le sport le plus célèbre et le plus célébré. Au milieu de la foule enthousiaste qui assiste au spectacle, un jeune garçon observe le combat avec fascination. Il observe le combat entre les cadavres contrôlés par les nécromanciens, n'en croyant pas ses yeux, stupéfait par les prouesses qu'ils accomplissent. 17 ans plus tard, dans la cité des nécromanciens, ces combats acharnés entre entités monstrueuses continuent. Ailleurs, le garçon, devenu adulte, tente de pratiquer la magie, s'efforçant de réanimer un cadavre par des gestes du doigt et des incantations. Il invoque le cadavre, l'appelant. Le chevalier, lui ordonnant de se lever, de défier la mort et de lui jurer fidélité éternelle. Un cristal noir repose dans la poitrine du cadavre. Le cristal commence à émettre une lueur rouge éclatante, s'intensifiant jusqu'à ressembler à une explosion. La créature s'agite, change de position et commence lentement à s'élever. Mais soudain, des fissures se forment dans le cristal rouge, qui se brise en un instant. La créature cesse tout mouvement, retournant à un état inerte et sans vie, laissant notre protagoniste découragé, réalisant son nouvel échec. Il contemple la forme inerte, certain que la densité musculaire et la structure squelettique sont parfaitement équilibrées, et que la reconstruction du système nerveux central a été menée à bien. Pourtant, il reste dans l'incertitude, attristé de se retrouver à la case départ, après avoir cru être proche de réaliser son rêve. Dans une autre scène, notre protagoniste est vu en train de récurer les toilettes, la frustration évidente. Son supérieur l'appelle par son nom, Océo, révélant son identité, et lui ordonne de nettoyer une section qu'il avait oubliée. Océo répond qu'il le fera, bien que son patron remarque qu'il semble distrait. En s'éloignant, Océo aperçoit des publicités pour un prochain tournoi de bataille de cadavres, notant le nombre impressionnant de participants et la dotation exceptionnellement importante cette fois-ci. Ailleurs, un groupe d'étudiants se rassemble tandis que leur instructeur leur enseigne les fondamentaux de la nécromancie, expliquant que contrôler les cadavres requiert des mouvements précis des doigts et des commandes vocales puissantes. À l'extérieur de la salle de classe, Océo, tout en passant la serpillière, écoute attentivement le cours, absorbant chaque mot récité par l'instructeur et les étudiants. À ce moment-là, son superviseur apparaît, l'interpellant avec colère pour son retard dans les livraisons. Mais Océo reste absorbé par son cours, imperturbable face à son retard. Plus tard, on le voit courir dans les rues, colis à la main, tout en lisant son carnet sur les serres de la harpie, réputées pour leur dureté d'acier, car elles ne sont pas composées de kératine, mais d'un composé protéique minéral. Il poursuit sa lecture et découvre qu'il doit connecter les nerfs aux muscles. La première étape consistant à attacher la base de la serre aux muscles du bras. Alors qu'il est absorbé par la lecture des instructions, il est soudain surpris par une voix qui l'appelle. Mais à la fin, les cadavres des guerriers ne sont rien de plus que des outils. Ils ne possèdent ni pensée ni conscience. Donc, quelle que soit leur identité avant la mort, cela n'a plus d'importance. Océo hésite un moment avant de lui dire qu'il n'a pas besoin d'un tel cadavre, car il a déjà échoué à être animé 13 fois. Cela signifie que le prendre serait un pari. Le commerçant répond qu'il comprend parfaitement et même qu'il est d'accord, en remarquant que les ordures resteront toujours des ordures sans valeur. En entendant ces mots, Océo se fige sur place, perdu dans ses pensées, se remémorant toutes les insultes qu'il avait endurées. Pourtant, il ne prend pas de décision immédiatement. La scène se déplace alors pour montrer Océo tirant une charrette en bois derrière lui, admettant à lui-même qu'il a acheté le cadavre. Il a dépensé chaque dernier sou qu'il avait, se laissant sans rien, même pas assez pour acheter de la nourriture pour le lendemain, sans parler de payer le loyer de la semaine suivante. Lorsqu'il rentre chez lui, il ouvre la caisse contenant le corps, réfléchissant à la façon dont il avait pensé que ses tentatives étaient terminées et qu'il n'avait plus aucune chance. Pourtant, il commence à réparer ses parties endommagées, utilisant des morceaux d'autres cadavres pour remplacer les membres manquants. Alors qu'il travaille, il réalise que, pour une raison qu'il ne peut expliquer,
il veut donner une seconde chance à ce cadavre. Et donc, il complète à nouveau son corps. En le regardant, il se rappelle comment le marchand l'avait traité de déchet. Cependant, il décide que rien de tout cela n'a d'importance. Il se rassure en se disant qu'ils réussiront ensemble et formeront une équipe sans pareil. À ce moment-là, il commence à jeter son sort, bougeant les doigts en chantant les mots pour redonner vie au cadavre. Il est convaincu qu'ils deviendront le duo le plus célèbre du monde, acclamé par des foules en délire. Soudain, une lumière vive remplit la pièce, et le cadavre commence à bouger avant de s'asseoir droit devant Océo. À cet instant, il a du mal à y croire. Il a enfin réussi à réanimer un cadavre qui avait résisté à l'animation 13 fois auparavant. Cependant, ce qui le choque et le terrifie encore plus, c'est que le cadavre le regarde comme s'il réfléchissait, puis exprime de la confusion quant à son existence, et à la sienne, avant de demander « Qui es-tu » À ce moment-là, Océo pousse un cri de terreur, ce qui pousse également le cadavre à crier en voyant sa réaction. Tous deux continuent de crier, sans faire l'effort de comprendre ce qui se passe. Leur cri persiste, et dans sa panique, Océo saisit un grand couteau et le pointe vers le cadavre, exigeant de savoir comment un cadavre pourrait parler. Mais au moment où les yeux du cadavre se posent sur le couteau dans la main d'Océo, il sent le danger. Cela fait briller intensément la lumière rouge à l'intérieur du cristal incrusté dans son corps, se répandant dans toute sa forme. Océo essaie de lui parler à nouveau, mais soudain, il est frappé par un coup puissant qui l'envoie voler hors de la pièce. La scène se transforme en pensée d'Océo, où son père apparaît à nouveau, le moquant et se demandant s'il croit vraiment pouvoir devenir un nécromancien. Il se moque alors de lui, disant qu'il devrait arrêter de courir après des illusions, ajoutant que sa mère était aussi une poubelle, et quelle était la raison pour laquelle sa vie était ruinée. Il continue en déclarant que le fils de poubelle restera toujours une poubelle. Peu importe combien il essaie, il ne vaudra jamais rien de précieux, et il ne deviendra jamais célèbre ou bien connu. En termes simples, il ne sera toujours rien d'autre que des ordures. À ce moment-là, Océo se réveille en criant, terrifié par le cauchemar qui venait de le hanter. Après quelques instants de calme, il rassemble ses pensées, se disant que ce n'était qu'un rêve, le même cauchemar qu'il a toujours, et que sûrement rien de tout cela n'était réel. Après tout, un cadavre ne pouvait pas parler. Mais soudain, en levant les yeux, il voit le cadavre assis juste en face de lui sur la même table, lui parlant à nouveau. Il lui dit qu'il devrait se considérer chanceux d'être encore en vie. Elle explique ensuite que sa jambe droite ne fonctionne pas correctement, c'est pourquoi son coup n'était pas assez précis pour l'achever complètement. À ce moment-là, Océo est de nouveau frappé par le choc, réalisant que ce n'est pas un rêve. C'est la réalité. Il pousse un autre cri fort avant de s'effondrer au sol. Le cadavre, cependant, le gronde, lui demandant de baisser la voix, car son bruit l'irrite. Son étonnement grandit lorsqu'il réalise que ses mains et ses pieds sont attachés à la chaise sur laquelle il est assis. Il demande à la dépouille ce qu'elle lui a fait et ce qu'elle compte faire ensuite. Elle le fixe du regard avant de dire que c'est lui qui devrait répondre aux questions, car elle veut savoir ce qu'il a fait de son corps. Après un bref silence, elle plisse les yeux en sa direction, puis lève la main de manière menaçante, avertissant que s'il ne répond pas à ses questions, elle ne manquera pas son prochain coup. Océo jette un coup d'œil au mur qui a été détruit par son attaque, observant la destruction qu'elle a causée. Il décide rapidement qu'il est préférable de tout lui expliquer, et il lui raconte donc toute l'histoire, ce qui l'a conduit à réaliser qu'il est un nécromancien. Elle commente alors qu'au moins il n'est pas un fou ou un déviant. Cela le surprend, ce qui l'amène à lui demander pourquoi il supposerait cela. Elle désigne leur environnement mais s'arrête soudainement, réalisant pleinement ce que cela implique, qu'elle avait effectivement été morte. Elle continue alors en disant que de toute façon, elle apprécie d'avoir été ramenée à la vie, mais elle préférerait qu'ils ne se rencontrent plus jamais. Sur ce, elle se retourne pour partir. Cependant, Océo l'appelle, exigeant qu'elle s'arrête. Il lui dit qu'elle ne pourra pas bouger correctement parce que le bras gauche et la jambe droite qu'il lui a attachés ne sont pas à l'origine les siens. Il ajoute ensuite qu'il est le seul à pouvoir les faire fonctionner, car il est le nécromancien qui l'a ressuscité. Elle lui demande ce qu'il veut dire par là, et Océo explique que peu importe sa puissance, dans son état actuel, elle a définitivement besoin de son aide. Cependant, en entendant ces paroles, elle éclate de rire, se moquant de la simple idée. Puis, sans hésitation, elle prend un couteau et commence à couper la jambe qu'il avait attachée. Elle continue jusqu'à ce qu'elle le coupe complètement. Debout sur une seule jambe, elle tient le couteau dans sa main et déclare avec audace qu'elle est Eleonora, la guerrière la plus forte et la plus belle du monde. Elle affirme alors qu'elle ait deux jambes ou non, elle n'aura jamais besoin de son aide, ni de celle de quiconque.
Sur ce, elle se retourne pour partir, tandis qu'Océo reste là, déconcerté, cherchant désespérément un moyen de la faire rester. À cet instant, une idée lui vient à l'esprit, et il appelle immédiatement Eleonora, lui disant qu'il veut l'engager. Cela la fait s'arrêter et écouter sa proposition. Il lui rappelle qu'elle était une mercenaire, ce qui signifie qu'elle se battait pour de l'argent, et que même après sa mort, son corps a été vendu. Cela signifie qu'elle doit être dans un besoin urgent d'argent. Alors il lui propose un emploi, de se battre à ses côtés. Éléonore le regarde avec curiosité, commentant qu'il est une personne plutôt intéressante, et qu'il a raison. Tant que la paix est bonne, elle fera tout ce qui est nécessaire sans poser de questions, et elle ne refusera jamais un combat. Elle révèle alors qu'elle est accablée par une énorme dette, bien plus grande qu'il ne pourrait l'imaginer, et qu'elle doit la rembourser, c'est pourquoi elle a désespérément besoin d'argent. À cela, Océo sourit et lui dit qu'il lui paiera 80 milliards de pièces d'or. Il lui demande ensuite si ce montant est suffisant pour rembourser ses dettes. Éléonore répond que cela pourrait être le cas, mais elle demande ensuite s'il a vraiment autant d'argent. Au lieu de répondre, il pose une autre question, demandant si elle connaît le montant des prix pour la guerre des cadavres de cette année. Il sort alors l'annonce de la compétition et la lui montre. Elle le lit et voit que le prix en espèces est de 100 milliards de pièces d'or. Stupéfaite, elle demande si ce chiffre est réel. Océo confirme avec assurance que c'est vrai, expliquant que la guerre des cadavres est devenue le sport le plus célèbre du monde entier. Éléonore marque une pause un instant, se rappelant qu'elle n'avait jamais possédé de talent pour la nécromancie. À cause de cela, elle n'avait jamais prêté attention aux choses qui ne lui apportaient aucun bénéfice. Océo demande si elle a décidé de le rejoindre, en soulignant que puisque c'est un cadavre de combat, il leur sera plus facile de participer à la compétition, tant qu'ils parviennent à cacher le fait qu'elle est consciente et capable de penser et de ressentir. Il ajoute alors que si elle prétend vraiment être la plus forte et la plus grande guerrière, alors ensemble, ils ne devraient avoir aucune difficulté à remporter la victoire. Avec un enthousiasme croissant, il continue, lui assurant que leurs noms deviendront célèbres et que des foules les acclameront partout où ils iront. Cependant, Éléonore lui dit qu'elle ne se soucie pas de la célébrité et lui demande s'il va vraiment lui verser 80% de la prime, comme il l'a promis. Océo confirme que c'est vrai, considérant cela comme une part très généreuse. Mais Éléonore insiste pour prendre 95%. Océo refuse immédiatement, expliquant qu'il a engagé des dépenses, y compris le coût des matériaux qu'il a utilisés, ainsi que d'autres nécessités coûteuses. Il propose de lui donner 85%, mais elle reste ferme sur 95%. Il essaie de négocier, en proposant 92%, mais elle refuse à nouveau, insistant sur 95% une fois de plus. Finalement, Océo explose de frustration et accepte de lui donner le pourcentage qu'elle exige. Éléonore sourit et lui dit qu'il ne devrait pas être contrarié de perdre au contraire. Après tout, elle est experte en négociant. Puis tourne son regard haineux vers Eleonora mais se retrouve sans voix. Furieuse, elle s'en va en trombe, tandis qu'Osio ressent une joie écrasante d'avoir enfin vaincu Kalina et d'avoir complètement écrasé son chevalier. Ensuite, Osio et Eleonora rentrent chez eux, où Osio s'exclame qu'ils ont eu de la chance cette fois-ci, mais que c'était une situation incroyablement dangereuse. Il lui explique que se battre en dehors de la compétition est strictement interdit, et qu'elle aurait pu être exposée et reconnue. Éléonore lui lance un regard interrogateur, demandant s'il croit maintenant être en position de donner des ordres et de dicter ce qu'elle doit ou ne doit pas faire. Osio la fixe avec frustration mais ne répond pas immédiatement. Au lieu de cela, il précise qu'il ne donne pas d'ordre. Il fait une demande. Il reconnaît qu'elle est sans aucun doute la meilleure au combat, mais c'est lui qui connaît le mieux les guerres des cadavres et qui a une vaste expérience dans ce domaine. Il évoque alors sa mention précédente de l'énorme dette qu'elle essaie de rembourser, en soulignant que pour y parvenir, ils doivent éviter de prendre des risques aussi imprudents. Éléonore considère ses parents et acquiesce, promettant qu'elle essaiera de suivre son conseil. Elle lui demande alors quelle est leur prochaine étape. Osio lui dit qu'ils doivent s'inscrire en tant que concurrents au concours. Il explique que les responsables vont la tester sur quelques compétences de base. Puis, la regardant avec anxiété, il se demande à voix haute si elle sera capable de réussir ces tests. La scène se déplace vers un nouvel endroit, où Osio conduit Eleonora devant le comité responsable du concours. Cependant, ses mouvements semblent étranges et lents. Les membres du comité remarquent, visiblement perplexes, jusqu'à ce que l'un d'eux demande si elle est au moins capable de courir. Osio essaie de l'aider en contrôlant sa jambe droite, mais elle ne bouge pas correctement, rendant sa démarche complètement ridicule.
Les membres du comité regardent ces mouvements maladroits dans un silence stupéfait, incapables de trouver un commentaire approprié. Après une minute entière de silence complet, le président du comité déclare finalement que ces mouvements sont en effet non naturels. Cependant, il reconnaît qu'elle est capable de remplir les exigences de base et qu'ils ont besoin de plus de candidats pour les divisions les plus faibles. Sur cette base, il approuve leur demande, faisant officiellement d'Ozio un participant aux guerres des cadavres. Dans la scène suivante, Ozio se tient devant un miroir, vêtu de son uniforme de compétition, ressentant une montée de bonheur. Quand Eleonora le voit, elle remarque son excitation évidente et fait une remarque sarcastique en disant que son expression rend son enthousiasme douloureusement clair. Il répond qu'il est bien sûr ravi. Il attend ce moment depuis 17 ans. Éléonore, toujours amusée, déclare avec moquerie qu'elle est si profondément émue qu'elle est sur le point de pleurer. Elle pointe alors sa jambe, demandant quand il compte ajuster correctement son mouvement. Elle le prévient que si jamais il la force à marcher de cette manière ridicule plus longtemps, elle pourrait être obligée de couper la jambe qu'il contrôle et de marcher sur une seule jambe à nouveau. Ozio rejette rapidement cette idée, en soulignant que bien qu'elle puisse peut-être vaincre des humains avec une seule jambe, les chevaliers sont des monstres, bien supérieurs aux humains en force. Il n'y a aucun moyen qu'elle puisse les vaincre sur une seule jambe. Éléonore lui crie dessus, exigeant qu'il se dépêche et ajuste correctement son mouvement, insistant sur le fait qu'il ne la contrôle pas du tout correctement. Ozio lui crie aussi fort, expliquant que c'est son corps, pas le sien. Comment est-il censé équilibrer la partie qu'il a attachée avec son corps original? Il lui demande alors si elle a même essayé de coordonner ses mouvements avec les siens. Éléonore lui crie à nouveau dessus, se demandant pourquoi elle devrait être celle qui s'adapte à son contrôle. Après tout, elle est Eleonora, celle qui... Mais avant qu'elle ne puisse finir, les haut-parleurs interrompent, annonçant que la cérémonie d'ouverture de la compétition est sur le point de commencer et que tous les concurrents doivent se rendre immédiatement sur le champ de bataille. À ce moment-là, Ozio lui dit qu'ils poursuivront cette discussion plus tard. Il lui ordonne ensuite de mettre le masque immédiatement, en soulignant l'importance de garder son visage caché pour éviter toute reconnaissance pour des raisons de sécurité. Bien qu'elle soit clairement agacée, Eleonora met le masque, et tous deux se dirigent ensemble vers l'arène, où les autres concurrents sont rassemblés. Là, Eleonora remarque les cadavres de combat qui l'entourent, les trouvant extrêmement bizarres, chacun plus grotesque que le précédent. Pendant ce temps, Ozio se concentre sur la recherche de leur emplacement assigné, sachant que leur numéro est 7508. Une fois qu'il l'a localisé, il prend position aux côtés d'Eleonora. Cependant, Eleonora reste préoccupée par la figure monstrueuse qui se tient derrière eux. Elle pousse Ozio du coude, lui informant qu'il y a un individu particulièrement étrange juste derrière eux, avec des choses sortant de sa bouche. Ozio, cependant, lui conseille de ne pas faire d'histoire et de garder son calme. Les yeux fixés devant. Il la met en garde que si elle cause des problèmes ici, elle se mettra en grave danger, et les conséquences ne seront pas en sa faveur. Alors qu'ils se tiennent là, la cérémonie d'ouverture commence. Une voix résonne à travers l'arène, déclarant que les noms sont éternels, même si le corps humain est faible et éphémère. Nous voyons ensuite l'orateur alors qu'il poursuit son discours, déclarant que certains noms restent gravés dans la mémoire des gens pendant des décennies. Il ajoute qu'il y a des noms dont on se souvient pendant des centaines d'années, et d'autres immortalisés pendant des milliers, car ce sont eux qui atteignent la véritable éternité. Il exprime ensuite son espoir qu'une personne émerge de cette guerre, dont le nom sera gravé à jamais. Puis, il tend la main vers les concurrents, s'adressant aux 8304 joueurs devant lui. Il demande si tous les grands nécromanciens préparés pour cette bataille brutale sont vraiment prêts pour le combat. En chœur, les sorciers répondent tous qu'ils le sont. Il demande alors avec passion s'ils sont prêts à consacrer leur cœur et leurs âmes à obtenir une victoire qui gravera leur nom dans l'histoire pour des milliers d'années. Une fois de plus, les joueurs, y compris Océo, répondent en chœur, affirmant leur pleine préparation. À ce moment-là, le conférencier sourit avant de déclarer officiellement le début de la 145e guerre des cadavres. Les joueurs éclatent en acclamation, célébrant le lancement de la compétition. Cependant, il lève bientôt la main, interrompant les célébrations pour annoncer qu'il va maintenant expliquer les détails du premier tour préliminaire. Il déclare que ce tour est d'une importance capitale, car il sert à présenter les nouveaux joueurs au public. Il ajoute que ce tour se traduira par l'élimination de 20% des joueurs en fonction de leur performance. Sa structure est basée sur des affrontements aléatoires. Il précise que le premier sorcier à obtenir 2 victoires avancera, tandis que le premier à subir 4 défaites sera éliminé.
Certains sorciers semblent confiants dans leur capacité à remporter 2 victoires et à avancer, tandis que les plus faibles espèrent tenir 5 matchs sans être disqualifiés. Après cela, le conférencier commence à sélectionner les joueurs pour les affrontements. Il pointe ensuite vers Océo, annonçant que le joueur debout sur la ligne noire fera face au joueur directement derrière lui. Lentement, Océo se retourne pour voir qui se tient derrière lui, seulement pour découvrir quelqu'un riant avec un enthousiasme débordant, son visage rayonnant d'excitation. L'homme semble absolument ravi, s'exclamant que sa chance est incroyable. Son premier adversaire dans la compétition s'avère être un petit, adorable. Il regarde ensuite Océo avec confiance, déclarant qu'il va lui permettre de témoigner de la beauté absolue qu'il a réussi à créer. Océo reste ferme, écoutant ses paroles tout en le fixant avec un regard défiant, mais il ne répond pas. Le joueur dit à Océo qu'il reconnaissait ce regard trop bien. Il l'a déjà vu de nombreuses fois auparavant. Il sait qu'Océo le trouve laid et répugnant. Il continue, expliquant que tout le monde qu'il a jamais rencontré l'a vu de la même manière. Cependant, une fois qu'ils voient le chef-d'œuvre qu'il a créé, ils admettent toujours que c'en est un. Mais avant qu'il ne puisse finir, Océo l'interrompt, affirmant qu'il avait en fait regardé ce chef-d'œuvre tout au long, et que c'est vraiment une œuvre impressionnante. Il ajoute ensuite que malgré la grande taille de la tête, les muscles et les os autour du cou sont suffisamment forts pour la maintenir droite. Il a également observé que les fibres musculaires autour de la bouche sont devenues plus épaisses et plus puissantes. Après ces éloges, il tend la main à son adversaire et lui dit que, bien qu'il ait l'intention de gagner, il lui souhaite tout de même un bon match. Le joueur adverse est surpris par ce geste, car il n'a jamais été traité de cette manière auparavant. Après avoir serré la main d'Océo, il remarque que c'est la première fois que quelqu'un lui serre la main sans se soucier de son apparence. Plus tard, le joueur apparaît avec son chevalier, rayonnant de joie en parlant d'Océo. Il souligne qu'Océo ne se soucie pas de sa laideur, et qu'il est en fait une personne véritablement gentille. Il regarde ensuite Océo et lui assure qu'ils ont réussi, et qu'il lui montrera sans aucun doute la beauté parfaite qu'il a créée. La scène se déplace vers les premiers matchs préliminaires de la compétition, marquant le début de la guerre des cadavres, avec 3 tours de qualification. Une fois les 3 tours terminés, un total de 1000 joueurs sera sélectionné parmi tous les participants pour passer à l'étape suivante. Océo explique à Eleonora que les règles de ces tours changent constamment, ce qui rend leur préparation difficile. Cependant, à la fin, le processus est assez simple. Gagner 2 matchs suffit pour se qualifier, tandis que perdre 4 entraînera l'élimination. Il sort alors un petit appareil et lui dit que cela leur sera d'une grande aide. Elle ne comprend pas ce que c'est, alors il précise que c'est un dispositif de communication magique. Océo ajoute qu'il a modifié son design pour qu'elle puisse le porter à son oreille, leur permettant de communiquer sur une distance allant jusqu'à 300 mètres. Il explique en outre que l'appareil leur permet de s'entendre clairement, quelle que soit l'intensité de leur voix. De plus, seule la personne qui le porte peut entendre la voix de l'autre. Éléonore prend l'appareil, le place sur son oreille, puis l'appelle idiot et lui demande s'il peut l'entendre maintenant. Il répond qu'il peut, et lui demande d'arrêter de se comporter de manière étrange, lui rappelant qu'il a dû vendre la moitié de ses meubles et de ses affaires personnelles pour se permettre l'appareil, donc elle ne devrait pas le gaspiller. Éléonore commente que ces compétitions sont en effet amusantes, tout comme il le lui avait dit auparavant. Elle lui demande alors s'il ne va pas d'abord tester l'appareil. Océo explique que bien que la compétition soit basée sur les compétences du sorcier, certains accessoires sont permis dans des limites spécifiques. Il explique ensuite que l'arène où la compétition a lieu est entourée d'un puissant champ magique, empêchant les dispositifs de communication de fonctionner, sauf entre les utilisateurs à l'intérieur de l'arène elle-même. Il ajoute que cela signifie qu'ils ne peuvent pas communiquer avec quiconque en dehors du champ de bataille en utilisant cet appareil. Éléonore acquiesce à son explication, et Océo lui demande si elle est prête, car leur premier match est sur le point de commencer. Océo et Eleonora arrivent sur le champ de bataille, où un officiel les attend. L'officiel demande à Océo de monter sur la plateforme surélevée pour commencer le match. Océo monte, se tenant à une grande hauteur, tandis qu'Éléonore reste dans l'arène, se préparant à affronter le chevalier appartenant à son adversaire, qui se nomme Wing. À ce moment-là, Océo remarque l'absence de spectateurs dans l'arène. Cependant, il n'est pas surpris car il s'y attendait. Après tout, ce n'est qu'un tour préliminaire, et personne n'est intéressé à regarder des joueurs inconnus. L'officiel annonce alors la fin de la vérification de la préparation des joueurs et déclare officiellement le début du premier match. Debout, immobile, Océo ferme les yeux, tentant de se calmer et de se concentrer.
Il se rappelle que la présence d'un public n'est pas importante en ce moment. Ce qui compte vraiment, c'est de se concentrer et de gagner le match. L'officiel demande alors aux joueurs de se préparer, car la bataille est sur le point de commencer. À ce moment-là, Oseo appelle Éléonore avec enthousiasme, l'exhortant à montrer au monde leur force. Sans hésitation, Éléonore se précipite dans l'arène à grande vitesse, se dirigeant vers le chevalier adverse, tandis qu'Oseo et le joueur rival l'observent de près. Soudain, elle trébuche et tombe lourdement, contactant immédiatement Oseo via le dispositif de communication, lui reprochant de ne pas avoir ralenti ses mouvements de pied, comme il l'avait convenu. Il répond, expliquant qu'il avait effectivement avancé lentement, mais que c'était sa vitesse excessive qui avait causé la chute. Frustrée, Éléonore se lève, visiblement contrariée, et dit à Oseo qu'elle est agacée par ce qui se passe. Elle déclare alors qu'elle se déplacera à sa manière, lui demandant simplement de la suivre. Elle se précipite ensuite à nouveau à grande vitesse vers le chevalier adverse. Cependant, juste au moment où elle s'approche et se prépare à attaquer, elle est prise au dépourvu par sa capacité à sauter haut dans les airs avec une agilité semblable à celle d'une grenouille. À ce moment-là, Oseo lui rappelle que l'objectif du combat est de détruire le cœur du chevalier, en expliquant que le cœur est représenté par le cristal rouge à l'intérieur de son corps. Il souligne également l'importance de protéger son propre noyau, surtout puisque leurs chances de gagner dépendent des attaques à courte portée, tandis que leurs options défensives sont extrêmement limitées. Il commence alors à la guider pour qu'elle se déplace prudemment et analyse les mouvements de l'ennemi. Cependant, elle l'interrompt brusquement, arguant que faire cela serait une perte de temps, donnant à l'ennemi l'occasion de se préparer contre eux. Elle ajoute que c'est particulièrement problématique puisqu'ils n'ont pas encore atteint une vitesse de course adéquate. Décidant de ne pas perdre de temps en analyse, elle se lance immédiatement en avant, annonçant son intention de bloquer le chemin de l'ennemi. Elle bondit haut dans les airs dans une tentative de frapper, mais le chevalier en forme de grenouille esquive habilement l'attaque, la manœuvrant à nouveau. À cet instant, Oseo réalise qu'il et Éléonore ont du mal à synchroniser leurs mouvements. Il remarque également que son mouvement est lent en raison de sa dépendance à un seul pied, rendant leurs actions prévisibles et faciles à lire pour l'ennemi. Il observe alors que la grenouille s'éloigne, plutôt que d'attaquer, ce qui le pousse à se demander quelle est sa véritable stratégie. Son attention se détourne soudainement vers le dos de la créature, où il remarque quelque chose d'inhabituel. Pendant ce temps, Wing s'adresse à Oseo, se demandant si ce sont toutes les compétences qu'il a à offrir. Il fait ensuite une remarque énigmatique selon laquelle la force se trouve parfois dans des endroits inattendus. Continuant, il explique qu'il a soigneusement étudié leurs mouvements, mais qu'il pense maintenant que cela n'en valait pas la peine. En conséquence, il déclare que la bataille se terminera immédiatement, promettant de révéler son chef-d'œuvre à Oseo. Soudain, les cercles sombres sur le dos de la grenouille commencent à se transformer en visages humains, et le joueur annonce qu'ils sont sur le point d'assister à une beauté parfaite. En voyant ces visages, Éléonore se tourne vers Oseo et remet en question sa déclaration précédente sur la nécessité de dissimuler les visages pour éviter la reconnaissance. Il répond que ce ne sont pas des visages humains ordinaires. Wing reprend la parole, révélant qu'il a passé toute sa vie à chercher des proportions idéales et la perfection afin d'atteindre ces visages. Il ajoute qu'il ne voit aucune raison de les cacher, car elles n'appartiennent pas à de véritables individus, mais représentent plutôt l'incarnation de la beauté parfaite, celle qui est sur le point d'exploser et qui ne peut être arrêtée. Alors qu'Oseo traite ces mots et se concentre sur le corps de la grenouille, il réalise soudainement la vérité et avertit d'urgence Éléonore que ces choses sont sur le point d'exploser. En effet, les visages commencent à se précipiter vers Éléonore à une vitesse incroyable, tandis qu'elle reste figée sur place, ne comprenant toujours pas pleinement ce qui se passe. Au moment où l'un de ces visages la touche, une énorme explosion éclate. Lorsque l'explosion se calme, il devient clair qu'Éléonore a perdu son bras gauche à cause de l'explosion. Oseo la contacte immédiatement via le dispositif de communication, lui demandant si elle va bien. Elle répond en demandant s'il était celui qui avait empêché les explosifs de l'atteindre complètement. Il explique qu'il a sacrifié son bras gauche, utilisant son propre corps pour la protéger de l'explosion. Il l'avertit ensuite que tout autre coup direct pourrait être extrêmement dangereux et l'exhorte à être prudent. Éléonore informe Oseo que les visages bougent, puis se transforment en créatures vivantes, et demande si le joueur les dirige pour la poursuivre. Cependant, Oseo précise qu'une fois que ces visages se détachent du corps du chevalier, ils ne sont plus sous aucun contrôle.
Il ajoute qu'elle reste vivante pendant très peu de temps, ce qui signifie que leur mouvement est strictement linéaire, sans viser un objectif spécifique. Il explique ensuite que ces explosifs semblent avoir été créés en combinant les produits de dégradation enzymatique des amphibiens toxiques, en notant que ce type de composé ne se déclenche qu'en cas d'impact violent avec quelque chose. Éléonore déduit rapidement la situation, mais avant qu'elle puisse terminer sa pensée, l'un de ses visages explosifs s'approche d'elle. Elle l'esquive rapidement. Comme prévu, l'explosion se produit immédiatement lors de sa collision avec un autre objet. Eleonora conclut alors qu'elle doit complètement éviter ces entités volantes. En conséquence, elle ressent une montée d'excitation, comme si elle était revenue aux batailles qu'elle avait menées avant sa mort. Elle déclare alors que, pour la première fois depuis le début du combat, elle sent son sang bouillir. À ce moment-là, elle aperçoit un autre visage explosif qui s'approche et décide que la bataille est désormais différente. Ce sera un combat à la hauteur de ses capacités. Juste avant que la face explosive ne l'atteigne, elle se déplace rapidement hors de son chemin, provoquant la collision des explosifs entre eux. Pourtant, elle les évite à chaque fois avec succès. Wing rit de manière moqueuse puis interroge Ossio, lui demandant combien de temps il compte encore fuir, surtout que son chevalier n'est même pas capable de courir correctement en premier lieu. Après cela, Wing manœuvre sa grenouille, la faisant sauter haut dans les airs avant de lancer une rafale d'explosifs vers Eleonora. Éléonore se précipite en avant à grande vitesse, évitant habilement la plupart des explosifs entrant malgré leur nombre. Cependant, soudainement, elle se retrouve avec l'une des explosifs dangereusement proche d'elle, sur le point de la frapper directement. Ossio tente de synchroniser le mouvement de son pied droit avec celui de son pied gauche, mais il échoue, ce qui entraîne une explosion se produisant dangereusement près du corps d'Éléonore. Elle s'effondre au sol après l'explosion, ce qui lui coûte presque la vie. Ossio lui dit que c'est la limite qu'ils ne peuvent pas dépasser sans atteindre un mouvement précis. Sinon, ils ne gagneront jamais. Il continue ensuite, expliquant qu'il a passé les derniers moments à analyser les raisons de ses échecs en matière de jeu de jambes, et a découvert que la cause principale est un manque de confiance. Il explique que puisque son pied droit ne fait pas initialement partie de son corps, sa force se concentre inconsciemment sur son côté droit, ce qui entraîne un déséquilibre à chaque pas qu'elle fait. Il affirme que pour qu'elle puisse se déplacer correctement, elle doit lui faire confiance et arrêter de penser constamment à son pied droit. Il commence à dire qu'elle devrait, mais avant qu'il puisse finir, Éléonora l'interrompt avec une question directe. Comment est-elle censée lui faire confiance ? Elle ajoute alors avec véhémence qu'il n'est pas celui qui se bat réellement, pourtant il s'attend à ce qu'elle lui fasse confiance alors qu'il reste à une distance sûre, se contentant de bouger ses doigts. Se levantant à nouveau, elle le confronte, déclarant qu'il doit comprendre qu'elle ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui n'est pas prêt à risquer sa vie à ses côtés. À ce moment-là, Ossio se tait, incapable de répondre, alors qu'il la regarde continuer à éviter toutes les attaques entrantes. Eleonora continue de courir, esquivant chaque explosif, mais finit par tomber à terre à nouveau. À ce moment-là, Ossio prend la parole, déclarant que c'est aussi sa dernière chance. Il commence à raconter son histoire, révélant qu'il est né dans une décharge, un endroit méprisé de tous, et que son père l'a toujours méprisé, le traitant de la pire manière possible. Il explique qu'il a passé toute sa vie comme un paria, ignoré par des gens qui le traitaient comme rien de plus qu'un déchet sans valeur, et que peu importe combien il parlait, personne ne comprenait jamais ses sentiments. À ce moment-là, Ossio se souvient de l'ombre de son père, qui le regardait toujours comme un échec. Poursuivant son récit, il déclare que s'il échoue à se prouver maintenant, à cet homme qu'il a méprisé toute sa vie et au monde entier, il ne pourra jamais échapper à la décharge dans laquelle il est né. Il ajoute que s'il ne devient pas le meilleur, et si tout le monde ne le reconnaît pas, il ne pourra jamais prouver à son père qu'il avait tort. Il affirme alors que rencontrer Éléonore était sa dernière chance de comprendre le sens de la vie, en soulignant qu'il ne lui demande pas de lui faire confiance, mais plutôt de croire en sa détermination et sa résolution inébranlable à gagner. Éléonore reste silencieuse, contemplant ses mots, mais elle ne répond pas. Soudain, une nouvelle vague de visages explosifs commence son attaque. Eleonora s'éloigne rapidement de la zone d'explosion, et pour la première fois, elle avance avec assurance sur son pied droit. Elle continue ensuite à courir à pleine vitesse sans aucune hésitation concernant le pied droit qu'Ossio avait fabriqué pour elle. La regardant avec une joie écrasante, Ossio l'encourage, lui disant qu'elle a enfin réussi à courir, avant de lui demander de lui faire confiance. Mais elle l'interrompt, précisant qu'il ne devrait pas mal interpréter ses paroles. Elle déclare fermement que son passé ou la sincérité de son histoire ne l'importe pas le moins du monde. Ossio ne comprend pas ce qu'elle veut dire,
Alors Eleonora précise, expliquant qu'elle mise maintenant sur son propre jugement à son égard, basé sur ses actions passées, puisqu'il lui a déjà sauvé la vie 2 fois. Elle essaie d'avancer avec assurance, mais ses pas ne sont pas encore parfaitement équilibrés. Elle admet qu'elle n'a pas encore atteint le niveau souhaité, mais Ozio l'interrompt, en soulignant que les raisons sont sans importance. Et maintenant qu'elle a réussi à sauter haut en courant, éviter les explosifs deviendra beaucoup plus facile. Il ajoute ensuite qu'il reste moins de la moitié des explosifs, et une fois qu'ils seront neutralisés, le chevalier ne sera plus qu'une grenouille géante, leur donnant la chance de s'approcher. En effet, les explosifs continuent de fuser vers Eleonora les uns après les autres, mais elle les esquive sans effort, sans en laisser aucun exploser près d'elle. Ozio commence à compter les explosifs restants sur le corps de la grenouille, tandis que Wing semble visiblement frustré en entendant qu'il n'en reste que 6. Ozio continue à compter jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'une, et quand elle finit par exploser, il déclare à Eleonora qu'ils ont enfin terminé. À ce moment-là, Eleonore lui dit que c'est leur chance de s'approcher de la grenouille, alors elle se précipite vers elle, se préparant à une attaque directe. Cependant, juste au moment où elle s'approche, la grenouille bondit de manière étonnamment haute, s'éloignant rapidement, l'empêchant de porter un coup. En appuyant son pied droit avec confiance, Eleonore se prépare à sauter et frapper la grenouille, déterminée à ce que cette fois soit différente de toutes les tentatives précédentes. Mais elle est soudainement choquée de voir de nouveaux explosifs apparaître à la place de ceux qui venaient d'être éliminés. Elle reste figée, incrédule face à ce qui se passe. Wing rit et dit à Ozio qu'il l'a sous-estimé, en expliquant qu'il avait 10 explosifs de réserve cachés à l'intérieur de son chevalier pour de telles situations. Il lance alors les 10 explosifs en même temps vers Eleonora, qui tient bon face à l'attaque. Avec un esprit déterminé, elle dit à Ozio que c'est son combat, et qu'elle en sortira victorieuse. Ozio commence à la diriger, lui conseillant de ne pas se concentrer sur les explosifs descendant d'en haut, mais plutôt de frapper le sol sous elle. Eleonore comprend immédiatement son intention. Au lieu d'essayer d'éviter les explosifs qui approchent, elle frappe le sol de son poing avec une immense force. Cela déclenche une explosion massive qui ravage tout autour d'elle, laissant Wing sans voix alors qu'il regarde avec incrédulité. Il remet en question la cause d'une explosion aussi massive, insistant sur le fait que ce n'était pas le résultat de ses propres explosifs. Quand la poussière se dissipe, Eleonora émerge des décombres et dit à Ozio que sa décision était absolument correcte. Il répond en remarquant que son coup de poing avait une force destructrice incroyable, brisant le sol autour d'elle. Il ajoute ensuite qu'il avait l'impression d'avoir déclenché une bombe, plutôt que de simplement être témoin de son coup de poing. Cependant, il admet qu'il prenait un risque, incertain du résultat ou de l'effet complet de la technique qu'elle avait utilisée. Eleonore répond, commençant à expliquer la technique qu'elle venait d'utiliser. Mais soudain, Ozio se rappelle qu'il lui avait précédemment demandé si elle pouvait utiliser cette technique une seule fois. À ce moment-là, elle avait expliqué que la technique fonctionne en concentrant toute son énergie et sa force dans son poing. Après avoir exécuté l'attaque, sa main devient complètement noire, tout comme elle l'est maintenant. En effet, sa main apparaît carbonisée comme du charbon. Elle bouge alors ses doigts, expliquant que sa main reviendra progressivement à la normale, mais qu'il lui faudra environ 4 heures pour accumuler suffisamment d'énergie pour une autre frappe de la même ampleur. Ozio lui dit que cela signifie qu'elle ne peut pas utiliser la technique plus d'une fois dans une bataille. Il marque alors une pause avant de lui demander quelles pourraient être les conséquences si elle utilisait son poing dans son état actuel. Eleonore répond qu'elle l'avait utilisé 2 fois de suite, avant de le rencontrer. Puis lui demande des nouvelles de son état physique actuel. Il lui répond en lui rappelant qu'elle lui manque déjà un membre. Il souligne également que lorsqu'il l'a vue pour la première fois, elle avait une grave blessure près du cœur. Elle confirme que l'utilisation de la technique 2 fois de suite rend son corps incapable de supporter ses effets secondaires. En se remémorant le cristal rouge brisé, une expression de préoccupation et de peur apparaît sur son visage. Elle déclare alors que cela signifie que son cœur va exploser et qu'elle va mourir. Ozio revient à la réalité, réitérant que cette technique ne peut être utilisée qu'une seule fois. Cependant, il a encore du mal à déterminer la meilleure façon de l'utiliser. Il regarde Eleonore debout devant la grenouille, puis remarque que la même règle s'applique au chevalier grenouille. Eleonore répond avec confiance, disant que c'est le moment parfait pour une véritable bataille entre guerriers utilisant uniquement leur poing. À ce moment-là, la massive grenouille observe Eleonora alors qu'elle s'approche, se préparant à l'attaquer, convaincue qu'elle sera son prochain repas. Mais en une fraction de seconde, Eleonora se déplace à une vitesse incroyable, portant un coup direct à son cœur,
brisant le cristal rouge à l'intérieur de son corps. Immédiatement, l'officiel supervisant le match annonce que la grenouille n'est plus en mesure de se battre en raison de la blessure critique à son cœur, déclarant l'équipe d'Ozio victorieuse. Quand Ozio entend le résultat et réalise qu'il a gagné la bataille, il a du mal à y croire. Il pousse un cri triomphant, se déclarant vainqueur. Ensuite, les joueurs quittent l'arène, et dans la chambre privée partagée par Ozio et Eleonora, Ozio la félicite avec enthousiasme, exprimant sa joie et son admiration pour sa performance, surtout pendant la dernière partie de la bataille. Il lui dit aussi que son nom lui va vraiment bien, et qu'elle mérite le titre de la plus grande guerrière. Éléonore reste silencieuse un moment avant de répondre qu'il était en fait meilleur qu'elle ne l'avait prévu. Ozio répond en disant qu'ils doivent maintenir cette énergie et ce niveau de performance pour la prochaine bataille. Mais à ce moment-là, une voix venant de l'extérieur de la pièce remarque que tout était parfait cette fois-ci. Lorsqu'il se tourne vers la source de la voix, il trouve Wing debout à côté du corps de son chevalier, déclarant qu'il a enfin atteint la beauté parfaite. Ozio ressent une certaine sympathie pour Wing et lui dit sincèrement que son chevalier était incroyablement fort. Wing est surpris par les paroles d'Ozio et lui demande s'il le pense vraiment. Ozio affirme que son chevalier était en effet très puissant. Il ajoute ensuite que le chevalier que Wing a créé, ainsi que les capacités qu'il y a intégrées, reflétaient clairement l'immense effort et la passion qu'il mettait dans son travail. Cependant, il souligne que c'était peut-être trop parfait. Wing est ravi et dit à Ozio que c'est la première fois que quelqu'un loue son travail de cette manière, le remerciant pour sa compréhension. Cependant, Ozio explique que le seul problème qu'il a remarqué est que Wing se soucie trop de l'opinion des autres. Il lui dit ensuite que la beauté est subjective, et qu'il vaudrait mieux qu'il commence à montrer la beauté telle qu'il l'aperçoit, plutôt que comme les autres s'attendent à ce qu'elle soit. Wing est surpris par ces mots, mais en même temps, il ressent une profonde joie. Il demande alors à Ozio s'il croit vraiment en cette idée. Après une brève pause, un large sourire apparaît sur son visage, et il admet que c'est un concept incroyable, qu'il n'avait jamais envisagé auparavant. Grâce aux paroles d'Ozio, Wing ressent une joie écrasante. Il dit ensuite à Ozio qu'il suivra toujours son parcours, observant alors qu'il continue de grandir pour devenir l'un des plus grands sorciers. Il lui assure également qu'il sera l'un de ses plus grands supporters. Il ajoute qu'il est certain qu'Ozio atteindra son objectif. Profondément ému par les paroles et l'enthousiasme de Wing, Ozio perçoit sa sincérité. Wing, rempli d'excitation après sa conversation avec Ozio, déclare qu'il va lui aussi surprendre le monde avec le nouveau chevalier qu'il va créer, un chevalier plus beau et plus puissant que tous ceux qu'il a jamais construits auparavant. La scène se déplace vers un autre endroit, où Ozio et Eleonora rentrent chez Ozio. Soudain, la voix d'Eleonora se fait entendre, criant le nom Ellie. Quelques instants plus tard, Ozio apparaît, essayant de la convaincre de commencer à s'appeler par ce nom. Il soutient qu'Eleonora est trop long et difficile à prononcer pendant la bataille, et qu'un nom plus court et plus rapide serait plus efficace. Cependant, Eleonora devient furieuse, lui avertissant sérieusement de ne pas plaisanter sur de telles choses. Elle affirme que s'il croit qu'ils sont devenus amis, il se trompe, en soulignant que personne n'a jamais osé l'appeler par ce nom auparavant. Ozio tente de la calmer, l'exhortant à y réfléchir rationnellement. Il explique que dans certaines situations, une seule seconde peut faire la différence entre la victoire et la défaite. Il démontre ensuite la différence en prononçant à voix haute Eleonora, montrant combien il faut de temps pour le prononcer, suivi par Ellie, soulignant la rapidité et la facilité significative du nom plus court. Éléonore reste silencieuse, ne répondant pas. Ozio lui dit alors qu'un nom plus court est sans aucun doute plus efficace, et que gagner une bataille est bien plus important que le nom qu'il se donne. Après réflexion, Éléonore finit par accepter, mais insiste pour que ce nom ne soit utilisé que pendant les combats. Elle lui demande ensuite des détails sur la prochaine bataille et l'identité de leur adversaire. Ozio explique qu'ils ont une semaine entière pour peaufiner et améliorer les performances de leur chevalier avant le combat. Cependant, il souligne un autre problème. Les adversaires sont choisis au hasard. En entendant cela, Eleonora demande pourquoi un tel système est utilisé. Levant la main, Ozio pointe l'emblème de crâne attaché à ses vêtements, expliquant qu'il sert de badge d'identité, prouvant que son porteur est un sorcier, et qu'il est obligé de le porter en tout temps. Il explique ensuite que la couleur et la forme du crâne changent en fonction des résultats d'un sorcier lors des compétitions. Son crâne de couleur noire indique qu'il fait partie des sorciers les moins bien classés, ou de ceux qui ont été éliminés lors du deuxième tour de qualification. Il ajoute que les sorciers sont classés en 7 rangs différents selon leur capacité, chaque rang ayant une couleur et un design de crâne distinct.
Éléonore déduit que puisque les classements sont basés sur les résultats des compétitions précédentes, plus le rang d'un sorcier est élevé, plus il est puissant. Ozio confirme son hypothèse et explique en outre que le système aléatoire peut parfois aboutir à un match entre un sorcier de 6e niveau classé en bronze et un adversaire de 3e niveau classé en diamant. Si la chance est particulièrement mauvaise, il pourrait même affronter un sorcier de 2e niveau classé émeraude. Éléonore exprime son inquiétude, notant que son mouvement n'est toujours pas entièrement stable et que faire face à un adversaire de haut rang serait un problème significatif pour Ozio. À ce moment-là, Ozio prend l'enveloppe contenant le nom de leur prochain adversaire. En l'ouvrant et en voyant le nom, une expression de choc apparaît sur son visage. La scène se déplace vers un cadre plus luxueux, où un autre joueur est assis, discutant des prochains matchs de qualification. Pendant ce temps, une fille à côté de lui tient une enveloppe contenant le nom de son adversaire. Il lui demande l'identité de son challenger. Elle l'informe que les informations disponibles sont insuffisantes, mais elle confirme que l'adversaire est un sorcier, participant à la compétition pour la première fois. En entendant cela, le joueur esquisse un sourire confiant et déclare que ce tour préliminaire sera ridiculement facile pour lui. Son excès de confiance devient rapidement compréhensible lorsque le crâne qu'il porte est révélé, marqué de la couleur du premier rang.